Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Voilà, mes chers élèves, on continue notre étude du texte. Donc il s'agit de quoi? Du récit de voyage. La séance passée, on a commencé les réponses sur les questions, réponses aux questions, donc page 96, on est arrivé, on a répondu à la première, la deuxième, troisième et quatrième question. On est arrivé à la quatrième question, c'est bon. J'espère bien que vous avez essayé, vous avez fait vos efforts en répondant au reste, aux 4 questions qui restent. Voilà, on continue. Voilà, cinquième question, je vais lire la question rapidement. Voilà, pourquoi, on est toujours dans la page 96, si vous êtes avec moi dans vos livres. 16, pourquoi donne-t-il autant de détails, d'indications à son interlocuteur? Donc on parle ici de qui? De l'auteur. Pourquoi? Demande pourquoi, la raison. Pourquoi l'auteur donne autant, c'est-à-dire beaucoup. Il le donne, on remarque que dans le texte, ce n'est pas seulement dans le premier extrait, parce qu'il y a 4 extraits, c'est-à-dire que le texte c'est-à-dire il est réparti en 4 morceaux, petits morceaux comme ça. Voilà, on remarque que l'auteur il a donné beaucoup d'indications, beaucoup d'informations au lecteur. Pourquoi d'après vous? Voilà, c'est bien clair. Ça, c'est parmi les caractéristiques du récit de voyage. Voilà, donc parmi les caractéristiques du récit de voyage, c'est que l'auteur ou bien le narrateur, c'est-à-dire il donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire il ne parle pas seulement de son déplacement, ou bien de ce qu'il a vu seulement, mais aussi il essaie de donner des informations sur les lieux, sur les personnalités, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est quoi? Le narrateur, on a dit donc là, donne autant de détails, d'indications à son interlocuteur, pour démontrer sa richesse culturelle. Donc la richesse, pour démontrer la richesse de sa culture, pour démontrer qu'il est, c'est-à-dire qu'il a bien étudié la région. C'est ça, normalement. Il nous donne par exemple de son expérience avant de voyager dans un lieu quelconque, dans un pays quelconque. Il faut bien lire sur ce pays-là. Il faut bien lire sur ce pays, c'est-à-dire côté géographique, étymologie des noms, étymologie ou bien les origines de la population, aussi donc les lieux bien visités, les caractéristiques, le caractère des personnes avec lesquelles on peut, c'est-à-dire se parler, se rencontrer. Donc il faut avoir autant d'informations sur le pays ou bien la région ou bien la ville auquel on va visiter. Voilà donc le narrateur, on répond à la question 5. Le narrateur donne autant, c'est-à-dire beaucoup, autant d'indications, d'informations, détails, indications à son lecteur, bien interlocuteur, voilà le but, pour lui démontrer la richesse de sa culture. La richesse, c'est des richesses. Vient du mot quoi? Riche. On dit quelqu'un qui est riche, l'opposé c'est quoi? C'est pauvre. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est un homme riche. Quelqu'un qui a beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, il est riche en culture. Voilà, donc la richesse de sa culture, pour montrer qu'il est un homme de culture, c'est-à-dire il est bien instruit, il lit beaucoup de livres, il s'instruit, il lit beaucoup de livres, il s'intéresse, c'est-à-dire à beaucoup de choses. Donc on dit quelqu'un qui est intellectuel ou bien cultivé, c'est ça. Quand cette personne-là, c'est-à-dire a beaucoup d'informations sur différents domaines politiques, social, économiques, ainsi de suite. On passe à la question suivante, 6e question. Quelle définition finit-il lui-même par adopter pour
Sahara, sur quel jeu sur le mot, hein, la construit-il? Donc, l'auteur ici nous dit, voilà, c'est la 6e question. La question nous demande quelle définition? Finalement, bien sûr, on a dans le livre, on trouve que l'auteur il a trouvé, lorsqu'il veut chercher ou bien connaître l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot Sahara, d'où vient le mot Sahara, hein, parce que normalement les régions désertiques, c'est-à-dire qui sont vides et où il y a des sables, s'appellent désert normalement, mais ici en Algérie, au sud de l'Algérie, cette région-là où il n'y a pas de population, il n'y a pas de plantation, il n'y a que de sable, hein, il n'y a que des pierres, donc ça s'appelle Sahara. Donc c'est un terme spécial. Hein, c'est un terme spécial particulier, c'est-à-dire à cette région-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sud du Nord-Afrique. Hein, tout, c'est-à-dire cet espace donc vraiment large, très large, gigantesque, donc c'est vide finalement, sauf quelques points où il y a des populations, où il y a des oasis, أين يوجد بعض نقاط فقط، يعني أين تتمركز بعض الواحات، هناك بعض تجمعات سكانية، ولكن يعني أغلب يعني يمكن أن نقول 90% من هذه المساحة كلها خالي. donc هذه المساحة الخالية تسمى صحراء، وهذا تسمية خاصة صحراء parce que لأنه هذا النوع من المساحات الخالية في غير هذه المنطقة من جنوب شمال إفريقيا تسمى désert. Voilà. 6e mot. Donc on a dit que l'auteur ici, là, il a choisi, bien sûr, il a trouvé qu'il y a beaucoup de définitions qui définissent le mot Sahara, mais il a choisi la définition donnée par les طلبة، ce qu'on appelle طلبة، يعني هؤلاء الذين يعني يشتغلون في الزوايا أو يعني يقومون بالزوايا. نعرف بأن الزوايا في هذه الدور الزوايا في العهد الاستعماري وربما قبل في فترات سابقة من تاريخ الجزائر كان لها دور كبير جدا في الحفاظ على اللغة العربية، في الحفاظ على القرآن، كما كان لبعض المدارس الحرة كمثلا في وادي ميزاب لهذه المدارس أو مدارس جمعية علماء المسلمين، وكذلك مدارس جمعية الحياة كان دور جدا في الحفاظ على اللغة العربية وعلى الإسلام على القرآن. دونك هؤلاء الطلبة كان لديهم ربما استمع إليهم، ربما سألهم، ربما درس بعض كتب أو مخطوطات كتبوها هم. Donc, il trouve que cette définition est convenable pour le mot Sahara, devient le mot Sahara. On dit donc l'auteur finit par adopter pour Sahara la définition du général Doma, qui est d'origine arabe. Hein? On dit donc l'auteur, le narrateur, hein, le narrateur finit par adopter, adopter, ça veut dire يعتمد, hein? Donc il choisit adopter la définition, adopter la définition du mot adopter la définition du général Doma sur la définition générale, qu'il a pris, le général Doma l'a pris des Tolba. Il a pris quoi? Du Tolba, qui est d'origine arabe, qui est d'origine arabe. Origine arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Si on revient au texte, qu'est-ce qu'on trouve? Dans la page 92, il dit, voilà, donc le deuxième paragraphe, quelle ligne? Voilà, la troisième ligne, 1, 2, 3. Tu sais qu'on n'est pas d'accord sur l'étymologie des mots tel et Sahara. Monsieur le général Doma, dans un livre précieux,
propose une étymologie qui me plaît à cause de son origine arabe et dont je me contente. D'après le Tolba, voilà, donc il explique après, il dit, voilà, d'après le Tolba, Sahara viendrait de Suhur, moment difficile à saisir, qui précède la pointe du jour et pendant lequel on peut, en temps de jeûne, encore manger, boire et fumer. Tel viendrait de Teli, qui veut dire dernier. Le Sahara serait donc le pays vaste et plat où le Suhur est plus facilement appréciable. Voilà, donc le Sahara viendrait de Suhur. Sahara viendrait de Suhur. Donc, Sahara, donc quelle est cette, c'est-à-dire définition? Ce jeu de mots-là, hein, en basant sur le jeu de, hein, en basant sur le jeu de mots suivant. Donc on a, il dit Sahara viendrait de Suhur. Viendrait de Suhur. Donc Suhur ici c'est quoi? On a donc Sahara et Suhur. Que vous voyez que, c'est-à-dire il y a une ressemblance entre les deux mots-là. Vous avez S, Sahara, au lieu de A, ici on a E. Vous avez le H, hein, Sahara, ici c'est Suhur. Donc il y a une grande ressemblance entre le mot Sahara et Suhur. Donc le Suhur c'est bien connu chez nous, c'est-à-dire les musulmans, c'est un moment de prendre le petit déjeuner. Hein, au mois de Ramadan, au mois de Carême. Donc un musulman, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire avant le lever du soleil, pardon, avant l'aube, avant la prière, avant l'aube, c'est-à-dire la lueur, les premières lueurs de l'aube, قبل الصباح الباكر, قبل قدوم النهار. Donc il y a cette période-là, c'est ce qu'on appelle avant ça, avant, c'est-à-dire la prière, c'est Suhur. Voilà, ça y est, on a terminé avec la 6e question qui concerne donc le rapport qui existe ou bien pourquoi l'auteur a choisi cette définition. Définition, on a dit, qui est d'origine arabe. Hein, voilà, il se contente et il trouve que cette définition est convenable. Pourquoi? Parce qu'il y a, soi-disant, un jeu de mots. Hein. La question ici dit jeu de mots. Hein. On a que regardez bien, c'est pourquoi l'auteur ici, c'est-à-dire ça lui plaît. لماذا أعجبته هذا التعريف للصحراء؟ لأنه هناك نوعا ما يعني صحراء سحور. Surtout en français, on remarque qu'il y a une grande, c'est-à-dire ressemblance, يعني تشابه كبير جدا ما بين donc Sahara et Suhur. Donc c'est pour cela l'auteur ici au Jeune Formentin, c'est-à-dire il a choisi peut-être cette définition, hein, définition de Sahara. Sahara viendrait de Suhur. On a dit que Suhur, c'est pourquoi Suhur? Parce que donc à ce moment-là, donc c'est un moment un petit peu, c'est difficile à saisir. Difficile à saisir, c'est-à-dire de le reconnaître, de le voir, de le détecter. يعني السحور نوعا ما هو زمن في فترة ما بين آخر الليل والفجر. وزمن يعني نوعا ما دقيق، ليس من السهل جدا التعرف عليه، وبالتالي فهذا ليس من السهل. والتعرف عليه يكون في الصحراء. لماذا؟ لأنه منطقة منخفضة، ليس هناك جبال لا أشجار. سي فاسيل دونك ان بدوان يعني صحراوي هكذا يقف، يخرج من خيمته أو ربما من دار هكذا، منزل قديم، ثم ينظر في الأفق، يعني لا شيء يعيقه عن النظر، فيتبين له هذه الفترة، هذا الزمن، السحر، ما يسمى بالسحور، وقت السحور أو السحر. D'accord. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes, hein? Il y a des montagnes, il y a la plantation. C'est difficile donc de voir ou bien de déterminer, de détecter, c'est-à-dire ce moment-là, Sahar, au moment du Suhur. Sahar, موعد أو وقت السحور. Voilà. On passe maintenant à la 7e question. 7e question. Qu'est-ce qu'on trouve dans la 5e question? 7e. Elle dit quoi? Quel est le temps dominant du texte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va trouver? Si on revient au texte, on trouve que il y a deux temps. Il y a 2 temps. Si on prend le texte, nous sommes
arrivés à hier à Djelfa, donc c'est nous sommes arrivés. Ça c'est donc le passé composé, d'accord? Mais de marche, toujours encore, mais assez chaud pour me convaincre que nous sommes. Si c'est présent de l'indicatif. Géographiquement, Sahara commence, présent de l'indicatif. Mais aussi il y a j'aimerais. J'aimerais, c'est donc le conditionnel présent cultivé qu'on appelle, ici c'est présent. Hein, voilà, donc si on va continuer, hein, on va trouver que le temps, il y a, c'est juste parce qu'on parle, c'est-à-dire de quelque chose passé, il y a, c'est-à-dire peut-être en début du texte, il y a l'emploi du passé composé ou bien d'un temps passé pour montrer ou pour indiquer ou bien pour expliquer à celui qui lit le texte, le lecteur, qu'il s'agit quoi d'un récit, hein, d'une histoire, d'un passé. Mais après cela, on remarque que tous les verbes, presque tous les verbes du texte sont conjugués au présent de l'indicatif, ou ce qu'on appelle donc présent à valeur de narration, ce qu'on appelle le présent narratif. Bon, pourquoi? Bien sûr. Aussi, donc on a vu quelques emplois du conditionnel présent. Hein? Et lorsqu'il dit voilà j'aimerais, ou bien lorsqu'il dit viendrait, Sahara viendrait de Suhur, tel viendrait de Tali, hein, viendrait. Hein? On a l'emploi donc de quelques verbes ici au conditionnel. On va expliquer tout cela. Pourquoi? Donc, on dit que les temps dominants, ou bien le temps dominant dans ce récit de voyage et ce qu'on appelle donc le présent de narration, narratif, le présent à valeur de le présent et le présent à valeur de narration. Alors narration, ou ce qu'on appelle le présent narratif. Présent narratif vient de narrer, de raconter. Hein? Donc l'objectif donc c'est pour faire vivre le lecteur les événements passés. Pour faire donc lorsqu'on raconte au présent, hein, comme ça le lecteur ou bien l'auditeur, celui qui écoute la narration, c'est-à-dire il s'imagine, hein, dans l'histoire. Il voit que ces événements comme réels, hein, qui appartiennent, c'est-à-dire au moment actuel. Comme ça, il peut revivre. C'est dans le but que le lecteur revive ces événements passés. Donc, on a dit le temps dominant, hein, dans ce voyage et le présent à valeur de narration. On a donc beaucoup de verbes. Ici, on peut donner quelques verbes hein, après cela. Donc, dans le but de, bien pour que le lecteur revive, vivre. Donc le verbe revivre. Ou bien on dit que le lecteur puisse vivre des événements passés. Le lecteur puisse revivre, c'est-à-dire une deuxième fois, revivre des événements passés, c'est-à-dire actuels, voilà, on va les considérer comme des actions ou bien des faits actuels qui appartiennent au passé. Normalement, c'est un récit, c'est-à-dire c'est dans lequel on raconte des événements passés. Normalement, on va employer le passé simple ou bien le passé composé. Mais non, l'auteur ici, c'est-à-dire au lieu d'employer le passé, il emploie le présent de narration. Ça ne veut pas dire que les événements qui se passent au moment de l'écriture, hein, ou bien au moment où on lit, ou bien appartient par exemple à une époque actuelle, une journée, 2 journées auparavant, mais non. Voilà, il s'agit d'une longue période de l'histoire. Il s'agit parce que
l'auteur ici, donc au moment, parce qu'il narrait, parce qu'au moment du voyage, peut-être il écrit. Il fait donc ce qu'on appelle donc ce journal de voyage, ou bien ce qu'on appelle donc les mudhakkirat, ses mémoires. Il écrit ses mémoires. Voilà, donc au moment de l'écriture, il emploie le présent. Il emploie le présent pour parler de ce qu'il voit, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il voit, bien de ce qu'il vit, de ce qu'il vit actuellement, au moment du voyage. Mais normalement, lorsqu'on arrive à publier, normalement, il s'agit du passé. On va employer le passé. Voilà, donc, voilà pourquoi, ou bien comment l'auteur ici, il va transformer ces événements, normalement, qui sont du passé, il va donc il va les transformer à des moments, ou bien à des événements actuels, pour que, le lecteur en lisant ce récit de voyage, donc il ressent que ces événements sont réels, sont actuels, sont vivants, appartiennent, c'est-à-dire l'actualité. Voilà, comme ça, il trouve, soi-disant, la pitié, c'est par la pitié, c'est-à-dire de continuer la lecture. La pitié, ce qu'on appelle la pitié, c'est pas la pitié, c'est la pitié. La pitié الشهية في ماذا؟ في القراءة، متابعة القراءة، حينما يعني الغرض لو نشرح هذا استخدام الزمن الحاضر في نصوص سردية. الأصل أنها هذه الأحداث تكتب في الزمن الماضي كباسي سامبل، الباسي كومبوزي، l'imparfait، لكن الكاتب يستخدم زمن الحاضر. لماذا؟ لأجل ماذا؟ حتى يجعل القارئ يتعايش مع الحدث، يحس بأن هذه الأحداث قريبة، حاضرة، متعلقة بالزمن الحاضر، وبالتالي فإنه يستمر ويجد شهية في ماذا؟ في الاستمرار في القراءة. Finalement, on arrive à la 8e question. Voilà. Ici donc on a vu donc il y a plus le conditionnel présent. Il y a donc le conditionnel présent. Donc il y a d'un côté le présent de l'indicatif plus l'emploi du conditionnel présent, bien du présent du conditionnel. Présent du conditionnel. Présent du conditionnel. Ce présent, pourquoi ce présent? Pour indiquer quoi, le conditionnel présent? Donc ça c'est le présent ici, c'est le présent du mode indicatif. C'est-à-dire appartient toujours, même le présent bien le passé appartient au mode indicatif. Le mode indicatif, c'est un mode de réalité. C'est-à-dire lorsqu'on parle des événements réels, on emploie le mode indicatif. Mais le conditionnel, qu'est-ce qu'il exprime le conditionnel? Plus l'emploi du présent du conditionnel. Le conditionnel, parmi les valeurs du conditionnel, c'est pour indiquer que l'information n'est pas confirmée. C'est-à-dire on n'est pas sûr. Lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, d'une information, donc on emploie le présent du conditionnel. Voilà. C'est pas toujours, c'est parmi les valeurs. يعني من بين خصائص أو دلالات الزمن هذا présent du conditionnel ما يسمى بالحاضر الشرطي، أنه يستخدم للتعبير عن معلومة غير ثابتة، يعني مشكوك فيها أو غير متيقن منها 100%. Pour dire que, pour indiquer, voilà, plus l'emploi du présent conditionnel, pour indiquer que l'information n'est pas confirmée, que l'information donnée, malouma, information donnée, n'est pas confirmée, n'est pas sûr, n'est pas confirmée, ou n'est pas sûr. Voilà, l'information. Ici, donc, on a dit pour que le lecteur, on va souligner, le lecteur puisse revivre, يستطيع أن يتعايش أو يعيش مجددا مع الأحداث، هذه الأحداث التي كانت ماضية أصبحت حاضرة. وen ce qui concerne le présent du conditionnel, pourquoi l'emploi? Pour indiquer que l'information donnée n'est pas confirmée ou n'est pas sûre. ليست متأكد منها. Finalement, 8e question.
La huitième question. Qu'est-ce qu'on dit dans la huitième question? Il dit, voilà, c'est ça. L'emploi du conditionnel présent indique que l'information n'est pas confirmée, c'est-à-dire n'est pas sûre. Ça y est, on a répondu donc à la question. La question, on va relire là. Comment expliquer l'utilisation du conditionnel présent? Donc c'est-à-dire on a déjà parlé c'est-à-dire du conditionnel. Comment expliquer l'utilisation du conditionnel présent? C'est ça. C'est ça l'explication. C'est que l'auteur ici, il veut nous informer que, c'est-à-dire l'information qu'il donne au conditionnel présent, il veut nous informer que ces informations ne sont pas sûres, ne sont pas sûres à 100%, ne sont pas confirmées. C'est-à-dire, si on prend l'information, on le prend comme ça, juste un pourcentage, avec un pourcentage, juste avec un pourcentage, c'est pas à 100%, à 80%, à 90%. L'essentiel, ce n'est pas à 100% l'information qui est donnée au conditionnel présent. Voilà, on termine avec, c'est-à-dire cette étape-là de l'analyse, 8 questions. On passe la prochaine fois à c'est-à-dire une autre étape, c'est l'étape de la synthèse. L'étape de la synthèse. Dans cette étape-là, bien sûr, on va déterminer ou bien détecter les caractéristiques du récit de voyage, bien sûr, avec l'étude, c'est-à-dire à partir de l'étude du texte ou bien l'étude approfondie, c'est-à-dire on a déjà détecté, on a déjà signalé à des caractéristiques, à des خصائص هذا النص السفر أو سفر نصوص سردية للسفر استطعنا أن نكتشف بعض الخصائص. C'est à vous donc de faire le reste, ou bien de faire le reste. Essayez donc de découvrir, bien sûr, dans le texte. Essayez donc dans le texte, vous trouverez comme ça dans le texte ici donc ces cadrans verts, comme vous voyez, et dans ces cadrans verts, donc on précise les caractéristiques du récit de voyage. Voilà donc voilà page 96, page 97. Aussi dans ces deux cadrans, on explique combien on détermine quelques caractéristiques du récit de voyage. C'est à vous donc de découvrir et de préparer cela. Si vous voulez donc de m'envoyer vos réponses donc au billet de cette estrade Google Classroom. Donc comme ça, on termine. On est arrivé à la fin de cette séance. Merci pour votre attention. Et donc, toujours, on vous invite c'est-à-dire à nous suivre à partir de cette estrade. Donc, nous espérons toujours que vous êtes là et vous êtes en train de nous suivre pour que ces efforts-là ne tombent pas par terre, bien sûr. Voilà, on fait ça pour vous. On fait, bien sûr, ces efforts-là, c'est pour vous. Voilà, c'est pour que vous puissiez donc améliorer vos compétences. Donc, il ne faut pas dire que ça y est, l'année est terminée, on va passer l'année prochaine peut-être, tout le monde, j'espère bien que tout le monde passe à la troisième année. Mais, c'est-à-dire, donc, si vous n'étudiez pas, c'est-à-dire ce projet-là, donc ce sera difficile en troisième année de comprendre parce qu'il y a une grande relation entre ce qu'on vient d'étudier en deuxième année et en troisième année. Il y a une grande relation. Donc celui qui va faire des efforts avec ce programme, avec ces sciences-là, ces cours-là, il trouve une facilité à comprendre ce qu'il va lire ou bien étudier ou bien étudiera dans l'année prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.